Le 31e sommet de l'Union africaine s'est ouvert dimanche à Nouakchott. Le renforcement de l'intégration continentale était un des sujets au menu, un chantier cher au président rwandais Paul Kagame. Dix soldats nigériens ont été tués, 4 portés disparus dans une attaque attribuée au groupe djihadiste Boko Haram. C'était contre une position militaire dans le sud-est, proche du Nigeria. Plusieurs centaines de personnes ont défilé samedi dans les rues de Kampala. Objectif, demander à la police d'enrayer une vague de meurtres et d'enlèvements de femmes dans le pays. Nouveau journal sur Sika. Bienvenue, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Les dirigeants de l'Union africaine se sont réunis dimanche à Nouakchott pour un sommet axé sur le renforcement de l'intégration continentale. C'est un des chantiers engagés par le président rwandais Paul Kagame au moment où l'Afrique est confrontée à l'exode de sa jeunesse. Les détails. C'est un sommet historique qui s'ouvre aujourd'hui pour la première fois dans ce pays fondateur de l'Union africaine qu'est la Mauritanie, a déclaré le président Mohamed Ould Abdel Aziz, dont le pays accueille ce sommet qui s'achève ce lundi. Dans la capitale, quadrillée par les forces de sécurité, dotée d'un nouveau centre de conférence au milieu des dunes de sable et de nouvelles routes, les hôtels affichent complet pour ce 31e sommet de l'Union africaine qui a réuni une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement africains ainsi que le président français Emmanuel Macron. Avant l'ouverture, le président Paul Kagame, président en exercice de l'Union africaine, a fait savoir qu'il tenterait de s'assurer du soutien de ses pairs à la candidature de sa ministre des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie en octobre. Paris appuie cette démarche qui permettrait de ramener la direction de l'OIF en Afrique après 4 ans de mandat de la Canadienne Michaëlle Jean, candidate à sa propre succession. Comme à chaque sommet, les dirigeants africains doivent se pencher sur les crises qui secouent le continent, notamment la guerre civile au Soudan du Sud ou le Sahara occidental, dont le drapeau flotte pour la première fois sur Nouakchott à l'occasion de ce sommet avec celui des autres membres de l'Union africaine. En fin du sommet, Emmanuel Macron parlera avec ses homologues du G5 Sahel de la lente montée en puissance de la force conjointe mise en place par cette organisation régionale siégeant à Nouakchott pour lutter contre les djihadistes. La France soutient ce projet et voyant un possible modèle de prise en main par les États africains de leur propre sécurité. Mais sa mise en œuvre est pour l'instant marquée par les problèmes de financement et les accusations de violation des droits de l'homme par les troupes de la force conjointe. 10 soldats nigériens ont été tués et 4 portés disparus dans une attaque attribuée au groupe djihadiste Boko Haram contre une position militaire dans le sud-est du Niger, proche du Nigeria. C'est ce qu'a indiqué dimanche soir le ministère de la Défense. Cette attaque survient peu après 2 autres au Mali contre la base du G5 Sahel et la base de la force française Barkhane. Nous avons un bilan provisoire de 10 morts, 4 disparus et 3 blessés, a déclaré le porte-parole du ministère nigérien de la Défense. L'attaque menée par Boko Haram a visé des positions de l'armée nigérienne à Blabrine, un village situé non loin du bassin du lac Tchad, à 40 km de la ville de Ngimi, a-t-il précisé. L'attaque avait été rapportée dans un premier temps par un responsable de l'ONG Alternative Espace Citoyen sur sa page Facebook, où il parlait de 2 soldats tués dans la nuit de samedi à dimanche, ainsi que par une source sécuritaire. Une attaque qui fait suite à celle qui a visé la base de la force conjointe du G5 Sahel au Mali. Je condamne ces attaques qui sont perpétrées contre nos forces de défense et de sécurité dans l'ensemble de l'espace du G5 Sahel. Et ces attentats ne doivent pas nous amener à baisser les bras. Ces attentats doivent renforcer notre détermination à poursuivre le combat contre le terrorisme et contre le crime organisé pour assurer la sécurité de nos territoires et assurer la sécurité de nos populations. La région de Difa est le théâtre depuis février 2015 de nombreuses attaques de Boko Haram, groupe basé dans le nord-est du Nigeria voisin. Fin avril, Niamey avait annoncé une opération militaire régionale d'envergure dans le bassin du lac Tchad, commun au Niger, au Tchad et au Nigeria et au Cameroun pour débarrasser la zone des résidus de Boko Haram. En plus des attaques de Boko Haram, dans le sud-est, le Niger doit faire face aux attaques récurrentes des islamistes du groupe sahélien dans le nord et dans l'ouest du pays.
Dans le même registre au Mali, les forces armées ont encore perdu quelques-uns de leurs éléments. Ce week-end, 4 soldats ont été tués dans leur rang. C'était par l'explosion d'une mine au passage de leur véhicule dans la région de Mopti, dans le centre du pays. Reportage. Traqués de toutes parts sur le sol malien, les terroristes font désormais de l'armée malienne leur cible privilégiée. Leur attaque ce week-end a visé l'un de ces véhicules qui aura sauté sur une mine, faisant dans la région de Mopti, au centre du pays, 2 blessés graves et occasionnant la mort de 4 soldats, tous membres de la garde nationale. Avec les préparatifs de la présidentielle du 29 juillet, les forces armées maliennes multiplient leurs patrouilles un peu partout, y compris dans des zones de forte tension, s'exposant du coup à toutes sortes de pièges de l'adversaire. Les populations ne sont pas pour autant épargnées. Il y a 2 semaines, lors des examens de fin d'année scolaire, un tricycle transportant des enfants a sauté sur une mine. À la suite de l'incident, 3 enfants ont succombé à leurs blessures. Le nord du Mali, infesté du groupe djihadiste lié à Al-Qaïda en 2012, en a pourtant été débarrassé par une intervention militaire lancée en janvier 2013 à l'initiative de la France et qui se poursuit actuellement. Mais progressivement, ils reprennent du poil de la bête. Depuis 2015, leurs attaques se sont étendues dans le centre et dans le sud du Mali et le phénomène déborde sur les pays voisins, en particulier le Burkina Faso et le Niger. Il y a quelques semaines, l'ex-vice-président et ancien chef rebelle congolais Jean-Pierre Bemba, ex-voisin de Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo Alaé, était acquitté par la Cour pénale internationale. Si à Kinshasa, les partisans ont jubilé à l'annonce de cette nouvelle, en Côte d'Ivoire, cette nouvelle suscite plutôt espoir dans le village natal de Charles Blé Goudé. Le procès du leader des jeunes patriotes se poursuit en ce moment même. Plus de précisions à travers ce reportage. À 15 km de la ville de Kibéroua, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, se trouve Pokrobré. Dans ce village d'ethnie Bété, les yeux sont rivés depuis quelques années vers la Cour pénale internationale aux Pays-Bas. C'est la politique, on n'y peut rien. On pleure intérieurement. Il n'y a aucune preuve contre lui. Il fait encore quoi là-bas? C'est la seule question que je me pose. Originaire de cette localité, Charles Blé Goudé séjourne dans les geôles de la Cour pénale internationale depuis le 22 mars 2014. Aux côtés de Laurent Gbagbo, tous deux sont poursuivis pour crimes de guerre après la crise post-électorale de 2010 en Côte d'Ivoire. Alors que beaucoup semblaient presque désespérés dans ce village, l'acquittement prononcé en appel pour Jean-Pierre Bemba a sans doute changé la donne. On est confiant qu'il va nous revenir très bientôt. Pour certains acteurs de la scène politique ivoirienne, les murs de la prison de la Cour pénale internationale ont séparé les Ivoiriens depuis que Gbagbo et Charles Blé Goudé y séjournent. À un moment donné, il y a eu une bataille. Mais après la bataille, il faut qu'il y ait la paix. Je lance cet appel au gouvernement de Côte d'Ivoire pour que chacun puisse influer, n'est-ce pas, là où il peut influer, de sorte à ce que ces 2 personnes puissent sortir de prison. À la tête d'un jeune parti politique ivoirien, Blé Richard sillonne la région pour inviter la population à la cohésion. Il a marqué une escale dans la cour familiale de Charles Blé Goudé. Tout ce que Dieu fait est bon et Dieu a un plan pour chacun de nous. Si Jean-Pierre Bemba, cela a été possible de son côté. Dieu sait pourquoi il l'a fait. Et moi, en tant que chrétien, je ne perds pas espoir. Je crois toujours qu'un bon jour, Charles Blé Goudé il serait au pied des Ivoiriens. Aussi minime qu'il soit, jeunes, adultes et enfants semblent s'accrocher à l'espoir de vivre bientôt le retour du fils du village. Plusieurs centaines de personnes ont défilé samedi dans les rues de Kampala. Objectif, demander à la police d'enrayer une vague de meurtres et d'enlèvements de femmes dans le pays. Images et sons. Depuis mai 2017, au moins 43 femmes ont été tuées et d'autres enlevées pour des rançons, selon la police ougandaise. Les défenseurs des droits de l'homme en Ouganda ont pointé du doigt une réponse policière inadaptée et un taux très faible d'élucidation de ces crimes. Samedi, des manifestants portaient des t-shirts avec l'inscription « La vie des femmes compte » et brandissaient des pancartes où figuraient les noms des victimes. Il y a
Dans quelle sorte de société vivons-nous où 42 femmes sont mortes et nous demandons ce qu'elles portaient? Combien de petits amis ont-elles eu? C'est une telle culture du viol et la mentalité qui tend à blâmer la victime. Nous exigeons donc non seulement de la police et du gouvernement ougandais, mais aussi du public ougandais, de la société ougandaise, que nous puissions faire mieux. Nous pouvons faire mieux pour les femmes. Nous pouvons faire mieux pour nous-mêmes. Bien sûr, la police doit améliorer ses performances, mais je pense qu'en tant que femmes, nous devons aussi nous prendre plus au sérieux. Et nos vies ont de l'importance. Nous devons nous en souvenir. En Afrique, c'est la responsabilité des hommes de protéger les femmes. Et nous, en tant qu'hommes, nous avons vraiment échoué. Nous n'avons pas réussi à protéger nos femmes, nous n'avons pas réussi à protéger nos mères, nous n'avons pas réussi à protéger nos filles. En fait, pour les hommes et les femmes, nous, en tant qu'hommes, sommes désolés. Les ambassadrices des États-Unis et de France en Ouganda ont défilé aux côtés des manifestants. En Ouganda, de nombreuses femmes ont été kidnappées, tuées, violées, parfois même dépecées ici en Ouganda. Ces violences sont insupportables. Je suis là aux côtés des femmes ougandaises pour une meilleure protection parce que les femmes sont vraiment la colonne vertébrale de la société. Les femmes faisant partie du personnel de l'ambassade ont peur. Elles ont peur d'être dehors et de vaquer à leurs occupations car elles redoutent d'être enlevées ou d'être victimes de violences, a expliqué à l'AFP l'ambassadrice des États-Unis, Deborah Malak. Bruxelles inaugure un square Patrice Emery Lumumba, du nom d'un des héros de l'indépendance de l'ex-Congo belge, assassiné dans des conditions troubles en 1961, un geste présenté comme symbolique pour les Congolais de Belgique sur fond de réflexion sur les stigmates de la colonisation. Bruxelles a inauguré samedi un square Patrice Lumumba, un geste présenté comme symbolique pour les Congolais de Belgique sur fond de réflexion sur les stigmates de la colonisation. En effet, baptisé un lieu public du nom de Lumumba, l'espace est inédit en Belgique où le paysage urbain recèle davantage le statut du roi Léopold II ou d'autres sculptures célébrant les héros belges ayant apporté la civilisation au Congo. De 2002, c'était un geste attendu d'avoir un symbole ici, à l'entrée du quartier congolais de Bruxelles, le quartier Matongé. Le fait de le faire ici, ça n'est pas un hasard. Et le fait de le faire aussi aujourd'hui à 30 juin n'est pas un hasard non plus. Je crois que c'est le début d'une nouvelle histoire positive. En tout cas, c'est tout mon souhait. Des centaines de personnes étaient présentes au moment où une plaque bleue portant le nom de Lumumba a été dévoilée. L'inauguration a également eu lieu en présence de membres de la famille du leader assassiné. Le lieu choisi est situé à côté de l'entrée des Matongé, le quartier congolais de Bruxelles. Oui, c'est une journée importante, c'est une journée de reconnaissance de l'exactitude de la lutte de Lumumba. Qu'il soit reconnu ici en Belgique par les Belges, grâce aux Belges, c'est quelque chose qui nous touche, raison pour laquelle nous espérons que ce soir, ça ne serait pas la fin de l'histoire entre nous, ça sera le début de nouvelles relations, basées sur l'égalité, basées sur le respect. Ce que Lumumba a demandé en 1960. Dans la capitale, un tel hommage à celui qui fut entre juin et septembre 1960, l'éphémère chef du gouvernement du jeune Congo indépendant, était réclamé depuis des années par des associations de la diaspora congolaise. L'inauguration, organisée 58 ans jour pour jour après la proclamation de l'indépendance du Congo, intervient au moment où la Belgique est traversée de débats sur le récit de son passé colonial avec la vaste transformation du Musée royal de l'Afrique centrale de Tervuren. Et c'est sur cette œuvre symbolique que nous mettons un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de nous rester fidèles. Dans quelques instants, un autre point de l'actualité.